Eh ben, bienvenue Elodie, comment tu vas? Eh ben bien, bien. Merci Cédric. Et toi? Ça va très bien. Ça va très très bien. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast No Rules, Elodie. Elodie que je connais particulièrement parce que tu es passée par le Boost Camp pendant 6 mois et tu en es sortie vivante, Heureusement quand même. heureusement. Euh, et donc c'est une fierté pour moi de t'avoir au micro. On va aller découvrir un peu ton histoire déjà, ton parcours à toi, ton histoire de vie, ton parcours de coach et entrepreneur aussi dans le Boost Camp bien sûr. Et puis surtout te découvrir toi, parce que c'est ça qui est important dans un podcast, c'est qu'il n'y a pas de règles, mais par contre ce qui nous intéresse c'est d'en connaître plus sur la personne. Donc je vais commencer par la question que je pose habituellement à tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois, Elodie? Je vais essayer de faire au mieux. Euh, alors, il était une fois une petite fille originaire de Normandie qui a grandi à la campagne avec des parents aimants. J'ai une enfance plutôt normale, je dirais. Enfin, normale, quoi. Non, il n'y a pas de normalité, mais voilà. Mais avec des parents quand même un peu stricts où c'était un peu fêter des études d'abord et puis ensuite tu feras ce que tu veux. Voilà, et à 18 ans, j'ai fait le choix de quitter ma région natale en fait pour mes études. Euh, Peut-être pour aller chercher, voilà, pour accéder peut-être à une histoire de liberté. La liberté, c'est un peu, voilà, quelque chose qui drive, on va dire, un peu ma vie. J'ai beaucoup aimé faire mes études. Donc, j'ai fait 2 ans à Tours. Donc, vu que j'étais de Normandie, j'ai petit à petit préparé mes parents à descendre un peu plus, à m'éloigner géographiquement. Donc, j'ai fait 2 ans à Tours. Après, j'ai fait 2 ans à Clermont-Ferrand. Et j'ai fini en école de commerce à Bordeaux. Donc voilà, petit à petit, je suis descendue vers le sud. Ouais, j'ai beaucoup aimé faire mes études. J'adore apprendre en fait, donc je me suis pas mal révélée en fait dans ces études. Et, euh, et après, dans le monde du travail, cette petite fille, on va dire devenue grande, a eu du mal à trouver en fait l'entreprise qui lui correspondait. Donc elle a beaucoup cherché, enfin elle a beaucoup changé d'entreprise. Elle a commencé en agence de communication événementielle. Elle s'y est beaucoup épanouie, mais elle est devenue un peu l'assistante de vie de la directrice. Et finalement, et puis je me suis beaucoup investie, et bah, au-delà du métier, il y avait voilà, des choses qui lui correspondaient plus. Et quand quelque chose lui convient plus, eh ben, elle s'en va. Voilà. Et donc ensuite, elle a voulu un peu se tester sur le marché de la communication, et elle a répondu à une offre d'emploi d'une très grande, enfin de la plus grande agence de pub mondiale, dont le siège était à New York. C'est quoi? Et c'est Ogilvy. Ok. Et j'ai été prise donc pour un poste à Mayotte. Et du coup, là, ça a été un petit peu, qu'est-ce que je fais? Parce que je n'y croyais pas vraiment. J'avais fait la démarche sans vraiment y croire. C'était un peu enfin, pour se tester. J'ai du mal à parler à la troisième personne de moi. Euh, je me rattrape comme je peux. Et donc voilà, elle s'est dit que c'était peut-être une opportunité à vivre, et que fallait peut-être y aller. Donc elle est partie là-bas pendant un an. Mayotte n'était encore qu'une collectivité d'outre-mer à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé cette vie sur les îles, cette, euh, cette manière de vivre qui est vraiment différente.
Voilà, et au bout d'un an, j'ai été rappelée par une agence, elle a été rappelée par une agence de communication où elle avait postulé avant de partir, qui lui a dit, bah, rentrez, c'est vous qu'on veut, donc rentrez. Donc elle est rentrée. Et 6 mois après, elle s'est fait licencier économiquement parce que la boîte a fermé. Donc, des illusions. Euh, Ensuite, elle a été formatrice dans une école de commerce. Donc, elle enseignait la communication à des BTS, licences et des maîtrises. Donc là, ça a été une nouvelle expérience, une expérience hyper enrichissante de transmission, voilà, d'approche avec les jeunes, de méthode de travail, enfin, et elle a beaucoup aimé. Mais elle a dû arrêter parce que ben, elle a eu son premier enfant et ben, il a fallu un prof remplaçant. Donc voilà. Et à cette époque, elle habitait au Pays Basque avec son mari et ben, l'éloignement avec la famille de Normandie, c'était un peu compliqué et ça manquait. Donc en fait, elle a fait le choix de trouver un travail plutôt à mi-chemin. Donc là, elle a intégré un grand groupe français euh, qui envoie du courrier. Euh, On va dîner. c'est ça. Et elle a été responsable client, donc elle gérait un portefeuille d'11 millions d'euros à elle toute seule. Voilà. Et donc c'était un nouveau challenge, davantage axé sur la partie commerciale, mais en vendant des produits de communication, de développement durable. Enfin, voilà, c'est bien au-delà des timbres ou du simple colis courrier. Mais il y a une grosse déception en fait au niveau du management. Elle était très investie, comme toujours, elle s'investit beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Et voilà, et le management l'a déçue. Et donc là, elle a fait le choix de demander une année sabbatique. Et elle est partie avec sa petite famille faire un tour du monde en plein Covid. Parce qu'autant rajouter des petites choses qui complexifient, hein. Voilà, et en rentrant, il y a eu ben, vraiment enfin, prise de conscience de se dire que finalement, la vie, c'est pas toutes ces injonctions, c'est pas le travail qui fait la vie. De se rendre compte aussi, de voir que on vit les choses très différemment, aussi ailleurs, que l'humain euh, en France est peut-être moins au cœur de la vie des gens. Euh, et ça a vraiment été cet aspect qui a été un peu difficile au retour du tour du monde. Donc pendant un an, ouais, elle a parcouru le monde avec 2 enfants de 4 et 8 ans. Voilà, et en rentrant, donc il était hors de question de reprendre le poste de commercial. Donc elle a fait un bilan de compétences. Et en parallèle, elle a repris un poste de formatrice en communication numérique. Et, euh, et pendant ce bilan de compétences, il y avait vraiment le côté transmettre, partage, aider les gens qui ressortait beaucoup. Et donc le coaching, c'est un peu imposé à moi, on va dire. Donc du coup, je me suis formée en parallèle au coaching. Et après 2 ans de retour en France, euh, il y a eu, elle a eu cette envie de repartir mais, et d'envisager une nouvelle expatriation. Mais où? Ben, elle ne savait pas trop. Donc, et vu que c'était le Covid lors du premier tour du monde, eh bien, il fallait aller voir ce qui se passait un peu en Asie. Donc, rebelote, elle est repartie un an en voyage, mais là en se concentrant sur les pays d'Asie. Et puis, elle a fini par y poser ses valises avec sa famille. Et voilà. Et donc, elle avait, voilà,
avant de partir, elle avait tout anticipé et tout organisé, on va dire, avant de partir à ce tour d'Asie. Elle était formée au coaching, elle avait préparé tout son accompagnement. Elle avait son site internet, pas les cartes de visite, mais elle avait son site internet. Et elle avait déjà commencé à coacher un petit peu. Voilà. Et, euh, et en fait, l'organisation, on va dire que ça a toujours été sa force, que ce soit un peu dans ses métiers, dans ses voyages, en fait, dans son quotidien. Et, et il y a un côté rebelle couteau suisse, comme j'aime bien euh, voilà, le dire. Parce que elle est pas limitée à une seule activité ou voilà. Elle aime bien faire plein de choses en fait. Hmm. Merci, Voilà. Elodie, pour ce parcours avec plein un voyage en fait, un long voyage qui t'amène ci et là un petit peu vers la destination que tu vas chercher. De quoi t'es le plus fier? D'avoir osé. Euh, C'est le nom de ta méthode en plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout est lié, hein. D'avoir osé en fait, d'avoir comment dire, de pas avoir écouté les gens. Parce que si tu écoutes les gens, ils te disent, mais non, mais il faut pas faire ça, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou oh là là, mais t'es folle. Et enfin, et voilà, je pense que c'est d'avoir suivi mon cœur, mes envies, et voilà. Comment est-ce qu'on fait pour pas écouter les peurs des autres? Euh, alors, on les entend, mais on ne les écoute pas, dans le sens où c'est leur peur. C'est eux qui se créent des peurs et qui les transmet en fait sur les autres. C'est se faire confiance, avoir confiance en soi, se dire qu'on est capable. Euh, et alors nous, c'était en famille, donc c'était pas évident avec deux enfants sous les bras. Donc c'est vraiment se faire confiance et savoir que finalement on est un noyau et qu'on est soudés et que qu'on arrivera à s'en sortir, quoi. Ça vous a apporté quoi à votre famille d'avoir vécu et de vivre ces moments de voyage, de liberté, d'incertitude, de communion, de partage aussi, j'imagine, parce que vous êtes dans le même bateau, entre guillemets. Euh, je dirais que je pense qu'on est plus à l'écoute les uns des autres, les uns vers les autres. Je pense qu'on a appris aussi à mieux se connaître soi-même, à savoir où étaient nos limites. Et on a appris à se dépasser et à s'entraider. Euh, ouais, je pense, voilà. Et puis vraiment se faire confiance parce que bah, des difficultés, on en rencontre hein, toujours. Et il y en a eu dans ce voyage. Enfin, et c'est apprendre à faire confiance aussi en la vie, finalement, parce que ben, la vie est bien faite, quoi. Et T'as un exemple de difficulté que vous avez réussi à traverser et qui a posteriori, vous en rigolez, entre guillemets, quoi. euh, il y en a plein. Il y en a plein, en fait, hein, des difficultés, parce qu'on ne se rend pas compte. Après, difficultés, on n'a jamais été en énorme difficulté. Après, on a pris des risques. On a pris des risques. On voulait aller rencontrer une tribu, la tribu des Imba en Namibie. Mais on voulait pas se contenter des villages qui étaient au bord de la route parce qu'ils ont l'habitude de voir des touristes et c'était pas l'expérience qu'on voulait vivre. Et donc on a tracé la route en direction de l'Angola. Et un jour, les gens m'ont dit, parce que je leur ai dit, mais vous les avez rencontrés, comment vous avez fait? Donc on avait partagé avec d'autres voyageurs. Et ils m'ont dit, mais et juste confiance dans le destin. J'étais là, ah bah super le conseil, merci. Bref, et puis ça m'a un peu obnubilée. Et j'ai dit, non, mais on va avoir confiance dans le destin, on va les rencontrer comme on a envie de les rencontrer. Et voilà. On a tracé la route, on a passé tous les villages un peu où ils ont l'habitude de voir des touristes.
Et à un moment donné, au milieu de nulle part, mais vraiment au milieu de nulle part, il y avait un monsieur qui faisait du stop. Et je dis à mon mari, on s'arrête, on le prend. C'est lui notre chance en fait. Et, et donc on le prend. Donc il parlait un peu anglais, pas tant que ça. Nous, on n'est pas bilingue anglais, hein, on se fait comprendre, mais on parle anglais, mais on n'est pas bilingue. Et puis on se laisse embarquer, puis on lui explique, et voilà. Et puis en fait, ben, ce monsieur, il nous fait sortir de la route et traverser des champs avec notre 4x4. Mais sauf qu'en fait, pendant plus d'une heure, au milieu de rien, moi sur le GPS, je regardais, j'étais là, mais il nous Hmm. emmène où? On traversait des rivières, Enfin, vraiment, on s'est dit, mais en fait, si ça se trouve, il nous emmène, enfin, dans un endroit où voilà, on va demander une rançon, on va nous tuer, enfin, Bien sûr. voilà, vraiment, enfin, il y a le petit côté stress. Et je disais à mon mari qui conduisait, je disais, mais demande-lui dans combien de temps on arrive. J'arrêtais pas de le harceler avec ça. Demande-lui, demande-lui. Et il disait bientôt, bientôt. Et moi, j'étais là, bientôt. Mais alors, j'essayais de me faire des films. J'avais mon petit papier avec mon petit crayon et j'étais là. On a traversé une rivière. Là, il y a une forêt avec plein d'arbres pour essayer de me repérer parce que j'étais là. Mais s'il faut rentrer avec tout seul, on n'y arrivera jamais en fait. Enfin, on n'a pas de GPS, il n'y a rien. On est perdu au milieu de nulle part, quoi. Et tout d'un coup, on arrive, et là, on est arrivé ben, sur un village, vraiment au milieu, enfin, de rien, quoi. Et donc, il est allé demander au chef du village si on pouvait les rencontrer, s'il pouvait nous faire rentrer dans le village, etc. Et le chef a accepté. Et donc, on a passé une journée, enfin, mais fabuleuse, quoi. Le chef du village avait déjà rencontré des blancs, mais les autres non, ils n'avaient jamais rencontré de blancs. Enfin, on leur avait Incroyable. emmené, ouais, on leur avait emmené des cahiers, des crayons, des feutres, on avait emmené de la nourriture, enfin voilà. C'est dingue. Et on leur a appris à dessiner. Enfin, on se touchait, ils étaient là, mais ils me touchaient les cheveux, touchaient nos cheveux, on se touchait les cheveux, parce que eux, ils ont de l'espèce de boue argileuse dans les cheveux. D'accord. Ils vivent tout nus. Eux, ils vivent tout nus, en fait. Ils cachent uniquement les os. Donc, ils avaient juste des colliers là pour cacher les clavicules, pour cacher les chevilles, les poignets, les bracelets, Ah ouais. etc. Mais sinon, ils vivent tout nus. Donc, on est là au milieu d'eux, comme ça, nous habillés. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc, enfin, c'était une expérience vraiment fabuleuse. Et on a appris aux enfants à dessiner. On leur demandait comment ils s'appelaient. Ben, ils n'avaient pas de nom. Donc, bon, enfin, voilà, ça a été une expérience, C'est complètement extraordinaire. dingue, en fait. C'est Ouais. vraiment, c'est rendez-vous en terrain inconnu avec Frédéric Lopez, mais Oh, c'est rare de vivre ça. Finalement, t'as ouais, bien fait de faire confiance à la vie, au destin. c'est ça. C'est ça. Et ce monsieur, finalement, où on devait faire du stop pour le ramener chez lui, bah, il a passé la journée avec nous parce qu'il nous a Ah ouais. ramenés ensuite bah, sur la grande route et on a fini par le déposer chez lui. Et on se dit que, ben, en fait, l'humain est au cœur de toutes ces vies, un peu, en fait. Et ça fait, j'en ai des frissons en parlant. Et ça fait chaud au cœur de voir en fait qu'il y a vraiment les gens sont attentionnés. Les gens ont cette envie de partage, cette envie d'échange. Euh, et, et on a passé une journée, mais enfin, on n'aurait pas rêvé mieux en fait. Et finalement, voilà, on a bien fait de faire confiance en la vie parce que cette personne nous a offert une expérience que jamais ça aurait pu être possible, quoi. C'est, merci pour le partage, je trouve ça incroyable. Je crois que, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes au monde qui ont vécu ce que vous avez vécu finalement, avec autant de, enfin c'est rare, je pense, d'approcher ces tribus. Je sais pas si on parle de tribus, mais Ouais, ouais. euh, incroyable. J'imagine même pas la richesse pour tes enfants, de voir ce monde-là qui existe. Et puis pour eux, enfin ça doit être assez déboussolant aussi d'arriver comme ça et de se dire peut-être la peur aussi de pas déséquilibrer un écosystème aussi pour eux parce que je sais pas, peut-être qu'il y a de ce risque-là s'ils ont jamais vu de personnes comme vous, mais je trouve ça fou cette histoire. Ouais, c'est dingue. J'aurais eu peur comme toi, je te rassure, sur le trajet. Ouais. Euh, Ouais, c'est fou. Tu parles beaucoup de l'humain, effectivement, du lien, de l'attention, et le partage, de la bienveillance qui existe dans l'humanité, quoi. Tu dis ça parce que tu as l'impression que... Est-ce que tu dis ça parce que tu as l'impression que... Est-ce que tu dis ça parce que, tu as l'impression qu'aujourd'hui, ça se perd?
Quand on est rentré de ce voyage, de ce premier voyage, quand on est rentré en France, on a eu le sentiment d'être déconnecté un petit peu aux gens. D'accord. Dans le sens où, ouais, je trouve que en France, on a perdu du côté humain, bienveillant, du côté collectif, pour beaucoup plus d'individualisme, beaucoup plus de jugement, parfois de jalousie. Mm. Et on a eu du mal, moi surtout, j'ai eu du mal à me retrouver, en fait, quand on est rentré en France, à me dire, à partager, en fait, certains moments de vie, en me disant, mais en fait, tout est centré autour du travail, de la plus grosse voiture, enfin, et je me suis dit, mais en fait, enfin, c'est pas ça la vie. Enfin, voilà. Ce que tu as ressenti en revenant au contact des autres ou au contact de la société au sens large? Les deux, de Les la deux. société au sens large et aussi au contact des autres. Comment tu fais à ce moment-là pour... parce que j'imagine très bien la redescente, je sais pas comment on appelle ça, mais ce côté, ouais, la désillusion du retour. Euh, comment tu réapprends ou comment tu te détaches de cette désillusion? D'ailleurs, est-ce que s'en détache? Je pense qu'on s'en détache pas. Euh, je pense que, je sais pas, c'est pas facile. C'est pas, en fait, j'ai envie de dire que les gens qui l'ont pas vécu, c'est pas facile en fait Hmm. d'arriver à y mettre des mots dessus. Parce que je pense que quand on connaît pas quelque chose, enfin, quand on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on perd, mais quand on ne connaît pas, on ne Hmm. sait pas ce qu'il y a derrière. Hmm. Je ne sais pas si c'est très Si, si, clair. c'est très clair. Euh, et Et c'est pour ça que moi, j'ai aussi appelé la méthode OSE et j'incite les gens à oser parce que je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte de toutes ces richesses qu'il peut y avoir ailleurs, mais qu'il y a aussi au fond de chacun des humains. Si on enlève tout ce côté très sociétal lié aux injonctions ben, on va reprendre des grandes thématiques, mais travailler plus pour gagner plus, enfin, Hmm. voilà, enfin, et en fait, voilà, on a un peu changé de bord, de cap, peut-être à l'extrême, et, et on a eu du mal, enfin, j'ai eu plus de mal à essayer de partager les choses parce que j'avais l'impression que c'était pas perçu à sa juste valeur, ou c'était juste, oh bah c'est bien, t'as passé des vacances, quoi. Et Oui, quand alors tu dis qu'en fait, ça a partager, été une vraie c'est aventure. ouais, Ouais, raconter, partager ce raconter, qu'on c'est a ça. pu apprendre, D'accord. partager, tu vois, ce qu'on a pu apprendre sur le côté humain, sur le côté bienveillance, sur tout ça. Et c'est là où, quand je dis, si tu l'as pas vécu, c'est difficile d'arriver à le faire comprendre, en fait. T'as ressenti un manque de réceptivité chez les autres, c'est ça? Ou d'intérêt? Euh, oui, enfin, je sais pas comment dire. Oui, à la fois oui, de réceptivité, mais en fait, le but, c'est notre voyage, il était pour nous, pour Hmm. soi. Hmm. Et après, c'est intéressant effectivement de partager les choses que les autres comprennent pas forcément. À la limite, c'est une chose et c'est pas grave. Voilà. Euh, je sais pas. Ouais, c'est pas facile en Ouais, non, mais fait. il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je t'entends. Euh, la première, alors c'est une référence à un film qui est connu, mais ça m'a marqué la phrase c'est Into the Wild, qui est un film connu, mais surtout un livre, un super livre avant tout. Euh, et à la fin de ce livre, de ce film, qui parle d'échappée, d'aventure, etc., l'auteur dit le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et bon, bah, vous l'avez partagé entre vous déjà. Et du coup, c'est marrant parce que pas forcément, du coup. Peut-être que des fois, quand on le partage, on l'appauvrit aussi. Et c'est la deuxième chose, c'est ce que tu me dis là. Je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un d'autre qui me parlait sur tout un autre sujet complètement différent, mais ça me fait penser à ça. Le sujet de l'aventure un peu spirituelle avec des psychotropes, etc. Où c'est quelque chose de tellement déconnecté, différent que c'est compliqué d'expliquer. Les mots appauvrissent et c'est un peu ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que tu l'as tellement ressenti avec ton corps, ton âme, etc., qu'en fait tu l'appauvris en le disant quelque part.
Ouais, on n'arrive pas à le partager à sa juste valeur. Et tu vois, on a rencontré des voyageurs, que ce soit au premier voyage ou sur le deuxième tour d'Asie. Euh, et c'est des amitiés, des très belles amitiés. Et ça a été finalement des rencontres plus ou moins éphémères, tu vois, de une semaine, 10 jours, 3 jours. Et c'est devenu en fait des amitiés hyper importantes parce qu'en fait, on se comprend. On a partagé des choses plus ou moins similaires et qui fait on arrive à avoir cette connexion en fait avec certaines personnes et qui prennent une place en fait dans l'amitié parce que parfois on n'a pas besoin de se parler pour comprendre certaines Mm. situations. Mm. Voilà. Et l'aspect finalement aussi que tu retrouves dans le quotidien quand tu rentres en fait. Voilà, alors c'est vrai que c'était notre parenthèse. Euh, les gens ont évidemment continué leur vie et avancé sur leur vie et n'ont pas attendu qu'on rentre, et fort heureusement. Mais nous, on a grandi dans cette période de manière exponentielle, je pense. Mm. Ouais, c'est vachement. Euh, J'aurais beaucoup aimé faire ça, donc bravo d'avoir osé justement et d'oser le vivre encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi pour toi le mot qu'est-ce que représente le mot oser? Euh, je dirais, c'est aller faire des choses qu'on n'ose pas vraiment faire, qu'on a peut-être quelque part au fond de nous, mais qu'on a peur, donc on n'y va pas. Peut-être parce qu'il y a des injonctions peut se mettre à soi-même, des injonctions sociétales. Euh, Oser, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller essayer de vivre ses rêves et en s'écoutant soi et surtout en n'écoutant pas les autres, j'ai envie de dire. Et euh, dans ce que j'entends, il y a beaucoup le côté, c'est un des premiers mots que tu as dit, la liberté qui se dégage derrière. C'est quoi pour toi la liberté? Comment est-ce qu'on est libre? Je pense que chacun est libre à sa façon, en fait. C'est difficile de définir le mot liberté parce qu'on a tous un vécu, ça part de notre vécu, de notre famille, de tout ça. Moi, la liberté, je l'assimile à faire des choix en conscience, à faire mes propres choix, à avoir envie de décider euh, comme je l'entends, justement, loin de ces injonctions. Tu vois, c'est un mot Hmm. que je répète aussi souvent, mais la liberté, c'est de se dire qu'on le fait pour soi, en fait. Euh, voilà, avant de le faire pour les autres. Voilà, c'est se dire que si demain j'ai envie de faire autrement, bah, je le fais et puis voilà. Hmm. Tu as eu tu as pris la liberté de partir et d'aller vivre en Asie, comme tu disais, avec ta famille, et pour ça, tu t'es formé au coaching pour préparer ce changement de vie. Euh, euh, Comment est-ce que tu peux pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a plein de personnes qui, quelque part, tu représentes une forme d'idéal dans le côté choix de vie. Partir avec sa famille, oser partir et vivre, d'essayer de vivre du métier pour lequel on vient de se former, le coaching en l'occurrence. Euh, comment est-ce qu'on fait si tu dois me donner alors c'est un peu une question large, pardon, mais un conseil comment t'as fait toi, quoi, de retracement de ton parcours jusqu'au coaching et jusqu'à aujourd'hui, tiens. Euh, ben, je me suis formée au coaching, déjà. Et quand tu t'es Euh, formé, tu t'es tout de suite dit, je me forme pour aller espérer en vivre du coup aujourd'hui en Asie. Enfin, ça rentrait dans le projet déménagement familial ou c'était à part? oui, ça rentrait dans un projet de pouvoir se dire que je peux travailler de partout dans le monde. Ouais, voilà, c'était ça que je voulais.
Enfin, Ouais, ce que j'avais compris de toi, c'était ouais. ouais, c'était dans cette volonté. Après, quand on est rentré du premier tour du monde, on ne savait pas qu'on allait repartir 2 ans après, hein. Enfin, les finances, elles n'étaient pas encore là. Enfin, parce que bon, faut pas oublier qu'il y a ça quand même, hein. C'est vraiment ouais, c'est quand même un point important. Et donc, on pensait pas repartir, voilà, 2 ans après. Après, c'est les choses de la vie qui ont fait que voilà, mon mari, lui, travaillait en banque. Euh, et pareil, ben, il en a eu marre, en fait, de ce côté, bah, qu'il n'y avait rien qui avait évolué, qu'on était reparti à essayer de donner des objectifs sans comprendre le sens qu'on amenait dans le management, etc. Et puis lui, il en avait marre aussi, il voulait trouver autre chose. Et on s'est dit, bah, est-ce que c'est pas justement le moment bah, de se former, d'envisager autre chose, et puis finalement d'ouvrir le champ plus large. Hmm. Et donc, ouais, le fait de se former au coaching a été vraiment dans l'optique de se dire qu'un jour, on pourra travailler de partout, de faire le choix de pouvoir se dire qu'on part en vacances quand on a envie. Voilà. Donc, à la base, ça a été ça. Après, quand on en a eu marre un peu, enfin mon mari marre du travail, moi en formation coaching et en parallèle, j'étais formatrice pour adultes. J'adorais ce que je faisais. D'ailleurs, je coachais mes élèves, mes élèves adultes. Voilà, comme ça, je me faisais aussi la main tout pendant que je faisais ma formation. Et, euh, et puis ben non, tout c'est, hein, enfin, puis on s'est dit, bon, on est déjà parti une fois, on sait ce que c'est, on n'a plus peur. Bon, t'as toujours quand même un peu peur, mais on s'est dit, voilà, on sait plus ou moins aussi à quoi s'attendre. Et donc, euh, et donc, on a fait le choix de vendre la maison, de tout vendre en fait, parce qu'il doit nous rester 4 cantines chez mes parents et 3 meubles que j'aimais beaucoup. Cantine avec les souvenirs. Donc chacun des enfants a sa cantine souvenir chez mes parents. Voilà, on a enfin voilà, chacun une cantine et, et 2, 3 meubles qu'on aime beaucoup qui sont en stockage chez mes parents. Jusqu'au jour où ils vont dire bon, tu nous embêtes avec tes trucs, on les vend. Voilà, mais bon. Et donc, ouais, ça a été vraiment vendre, se mettre en mode on garde que l'essentiel. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose, quoi. Ouais. Et donc, on a vendu la maison où les enfants ont grandi, on a vendu toutes nos affaires, Hmm. on a gardé que le minimum, et puis on est parti comme ça avec 2 gros sacs à dos Hmm, hmm. et 2 petits sacs à dos, et puis, et puis, et Incroyable. puis voilà. Ouais, j'aime beaucoup l'intention de. À la base, il y a l'intention de pouvoir travailler un peu partout dans le monde, et puis il y a ce côté minimalisme que j'adore, moi, que je trouve ça génial. Euh, Tu as créé la méthode OS+, du coup, dans tes accompagnements aujourd'hui, dans ton coaching. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc forcément, Ose Plus, c'est par rapport au côté liberté, au côté que je pense qu'il faut oser, et c'est très en lien avec le nom de ton podcast aussi, hein, Hmm. où il n'y a pas de règles. Donc il y a pas de règles, il faut oser. Moi en fait, j'accompagne les solopreneurs principalement à structurer, on va dire, leur activité, à optimiser leur temps pour les aider, on va dire, à accélérer leur croissance avec une organisation sur mesure, parce que je pense que l'organisation, elle s'adapte à chacune des personnes qu'on est, et c'est important de se mettre soi au cœur de son entreprise et de son organisation pour offrir voilà, plus de liberté en fait aux gens. Donc, on retrouve le mot liberté et d'équilibre. Donc c'est vraiment un mix entre l'aspect mindset et business. Parce que pour moi, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui ressemble à son dirigeant en fait. Euh, et et c'est important de garder, je pense, cet aspect-là.
parce qu'on n'est pas des machines et que voilà, chacun travaille à sa façon, avec ses propres objectifs et avec sa propre vision. Et donc, c'est important pour éviter de s'éparpiller, d'avoir quand même une organisation qui soit vraiment efficace. Ouais, Voilà. euh, je partage complètement le côté l'entreprise ressemble aux dirigeants et on a tendance à s'oublier. C'est quoi aujourd'hui les clients que tu accompagnes, c'est quoi les difficultés principales que tu vois chez eux au démarrage, enfin avant l'accompagnement, ce serait quoi? Ils ont tendance à s'éparpiller, Ouais, à se concentrer sur finalement des tâches qui ne sont pas essentielles, comme faire un site internet, par exemple. Euh, voilà, mais erreur que j'ai faite la première, hein, donc on l'a fait tous. euh, voilà. Et ouais, c'est vraiment pas mettre son énergie là où il faut. Ouais, Voilà, le côté je m'éparpille quoi. ouais, c'est vraiment le côté de s'éparpiller et finalement, ils s'éparpillent et à s'éparpiller, ils perdent confiance en eux, Mm. en leur offre, en ce qu'ils proposent parce qu'ils avancent pas comme ils voudraient, ils voient pas de résultats. Donc ça, c'est une difficulté. Et l'autre difficulté, c'est aussi qu'ils n'arrivent plus à équilibrer en fait la vie privée avec la vie professionnelle parce que vu qu'ils n'ont pas les résultats, ils veulent travailler plus pour compenser. Et donc forcément, ça a une incidence en fait sur la vie personnelle. Ouais, clairement. Et comment est-ce que tu fais concrètement, toi, dans ton accompagnement, pour justement réussir à créer une organisation sur mesure au service du business et donc de la croissance et de la gestion du temps, hein. Alors, je commence toujours en fait mes séances, enfin mes premières séances, elles sont vraiment basées sur un état des lieux. On fait un état des lieux de l'activité aujourd'hui, de l'organisation aujourd'hui et de la personne en fait. Mm. On va travailler vraiment sur le côté des valeurs, on va travailler aussi sur les croyances limitantes. Donc, on fait vraiment un état des lieux pour comprendre comment ils sont et comment ils fonctionnent, c'est-à-dire leur rythme aussi biologique. Parce que ben, s'il y en a qui sont plus efficaces en fin de journée, on va adapter en fait la méthode de travail en fonction de ça. Donc, on travaille vraiment sur ces aspects-là. Ensuite, on va déterminer on va clarifier plutôt leur vision. Quel est l'objectif? Pourquoi ils ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi ils font cette activité, parce qu'il faut que ce pourquoi il devienne suffisamment fort dans les moments de difficulté, dans les moments de faiblesse. Donc, c'est vraiment un gros volet. Et ensuite, à partir de là, on va commencer tout l'aspect structuration. Donc, l'aspect structuration, ça va passer par la priorisation. Donc, en fonction de l'état des lieux qui a été fait, où est-ce qu'ils en sont, quelles sont les actions qu'il va falloir prioriser. On va les décliner en objectifs, en sous-objectifs, en étapes, en actions. Voilà. Et ensuite, on va vraiment essayer de décomposer un maximum pour faire en sorte que ce soit des petits pas après des petits pas. L'objectif, il est pas comme tu le dis si bien, de voir le sommet de la montagne, mais voilà, de voir les différents paliers par lesquels on passe, qui nous font avancer et sur lesquels on gravit et on se félicite d'être content d'avancer dans ce projet. Et ensuite, on va travailler justement sur la planification. Donc, comment on met en place ces différentes étapes dans son agenda. Donc, comment on va les dispatcher. En général, je travaille sur 6 mois. Donc, comment on les dispatche sur 6 mois, comment on les décline ensuite au mois, etc. Et ensuite à la semaine et à la journée. Tout ça en faisant bien attention au rythme biologique et au côté du temps personnel. Je décompose le temps de différentes façons. Il y a le temps professionnel, il y a le temps personnel. Donc, le temps personnel, ça va être du temps avec du temps familial, par exemple. Et il y a le temps pour soi. Le temps pour soi, ça va être du temps d'apprentissage. Ça va être du temps pour son propre bien-être. Je sais pas, ça peut être de la méditation, du yoga, pour prendre mes exemples. Euh, voilà. Et ces moments-là, il est important de les fixer dans un agenda pour s'y tenir parce que clairement, si on fixe pas nos temps de séance de sport ou nos temps Mm. voilà, d'apprentissage, ben, à un moment donné, enfin, faut pas se leurrer en tant qu'entrepreneur. Si
ne fixent pas ces temps-là, on ne les trouvera jamais. Et ils sont essentiels pour le bien-être de l'entrepreneur parce que c'est pas essentiellement que du professionnel. La vie, ça reste pas que du professionnel. Et il faut pouvoir arriver à se faire plaisir sur du temps personnel et pour soi, pour Ouais, être mieux. et je suis tout à fait d'accord. C'est un constat que je fais beaucoup avec les nouveaux entrepreneurs ou la personne que j'ai été moi quand j'ai démarré, c'est qu'on n'a pas le réflexe parce que souvent ce sont des salariés reconvertis, enfin dans beaucoup de cas, hein, les solopreneurs sont des salariés reconvertis comme nous, et on n'a pas ce réflexe-là. Effectivement, avant on avait un calendrier un agenda pardon très cloisonné par le boulot, et puis on plaçait des choses avant ou après. Pardon. C'est du live, j'éternue, tout va À bien. tes souhaits. Merci. Et du coup, effectivement, on n'a pas cette habitude. Et moi, au début, je le faisais pas. Et aujourd'hui, c'est ma priorité. Je sais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que tu as tout à fait raison. Vraiment de commencer dans son calendrier, son planning, par se dire des temps pour soi, sa famille, et après, business, ça vient se greffer, quoi. C'est super complet, ce que tu dis avec cette phase d'audit ou d'état des lieux. Puis on travaille sur les valeurs, les croyances, sur la personne, sur le why, enfin, sur le pourquoi. On structure et on planifie en objectifs, sous-objectifs, actions détaillées, etc. Je trouve que c'est hyper complet. Et je sais aussi que tu utilises pas mal d'outils. Notamment, je t'ai déjà vu en masterclass en parler, certains outils avec brio. Est-ce que tu veux nous parler de un ou deux outils que tu affectionnes tout particulièrement et que tu utilises dans ta méthode et qui aident ces solopreneurs concrètement? Euh, Moi, un outil que j'aime beaucoup, c'est le planning type. C'est-à-dire que j'ai un planning type, c'est-à-dire que c'est une façon de routine. En fait, quand on était étudiant, par exemple, on savait que de 9 heures à 10 heures, on avait maths, de 10 heures à 11 heures, Hmm. français, etc., C'est vrai, etc. je me rappelle ça. Euh, Les mauvais souvenirs. Eh ben, moi, en fait, ça, c'est mon outil préféré. C'est-à-dire que j'ai mon planning où je sais clairement le lundi de 8h30 à 10h30 ce que je fais. Et toutes les semaines, c'est pareil. Voilà, je suis sur ma création de contenu pour la semaine, voilà, pour donner mon exemple. Ensuite, voilà, je fais une pause d'un quart d'heure et ensuite je reprends 11h moins le quart à 11h moins le quart, à 13h45, 13h30 plutôt. Voilà, je suis sur travail sur mon offre, voilà, ou sur mon accompagnement, j'améliore les choses en continu. Et ça, je trouve qu'en fait, le fait de mettre ça s'appelle le batching et c'est d'ailleurs le sujet de de ma newsletter de demain d'ailleurs. Ah, abonnez-vous. Et, et donc, voilà, justement, j'en parle parce que le fait de cette récurrence, ça permet vraiment de libérer l'esprit. On n'est plus à se dire, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, où est-ce que j'en suis? Tiens, je prends ma to-do list, je passe à quoi? Voilà, on sait clairement quand il y a des choses qu'on fait de manière récurrente chaque semaine, on les intègre à son agenda. Et quand je parle, moi, la prospection, c'est en début d'après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai un décalage horaire avec vous. Donc, ma prospection, elle se fait quand vous, c'est le matin. Et voilà, et c'est mon créneau de début d'après-midi. Et c'est pareil, tous les jours, voilà, je réfléchis pas, ça permet vraiment de libérer l'esprit, de libérer la charge mentale, où on sait clairement ce qu'on a à faire sur certains créneaux horaires. Et évidemment, il y a des créneaux qui sont dédiés à l'analyse chaque fin de semaine. Il y a des temps pour moi, voilà, il y a des temps vides pour gérer les imprévus. Voilà, il y a des temps de rendez-vous. Donc voilà, tout ça, c'est intégré à un emploi du temps type que j'utilise. Et après, j'aime beaucoup la méthode du Pomodoro. Alors, je sais qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde. Moi, j'essaye toujours de voir dans les outils que je propose, je vois en fonction de la personne que j'ai en face de moi, Hmm. de sa manière de fonctionner. On fait vraiment on analyse ses rythmes pour faire en sorte que on voit ces temps de travail, ces temps de focus, ces temps où elle est sur des moments plus concentrés, des moments un peu moins. Euh,
pour adapter quelles actions on met à quel moment. Et moi, je sais que ce que j'aime bien dans le Pomodoro, c'est de me dire que sur ces séances de 2 heures maximum, ensuite, je passe à autre chose. C'est terminé, c'est pas terminé, c'est pas grave. J'y reviens sur une session le lendemain, le jour d'après, enfin, ou les jours d'après. Mais ça permet aussi de se mettre en mode focus, ça aide le cerveau à se concentrer davantage et à se dire j'ai 2 heures pour faire cette tâche, donc au bout de 2 heures, il faut qu'elle soit terminée. Donc, et si elle n'est pas terminée, bah, essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas terminée. Souvent, on a du mal à ajuster, à trouver le temps qu'on consacre à chacune des actions. C'est pour ça que c'est important d'analyser aussi euh, notre manière de fonctionner. Et ça permet, quand on y revient le jour d'après, on y revient ben, avec des nouvelles idées, avec un nouveau regard, et qui permet aussi de voir ce qu'on a fait, euh, si ça va, si on était dans la bonne lancée ou pas, et finalement d'aller beaucoup plus vite aussi sur la fin, parce que le cerveau a eu le temps de réfléchir en arrière-plan, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment 2 outils, l'emploi du temps type et le Pomodoro que moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est super précieux ce que tu dis j'aime bien le planning type, pas du temps type. Je trouve que c'est hyper important. On néglige très souvent l'organisation, le côté routine. J'entends aussi beaucoup de routine dans ce que tu dis, une forme de pour justement libérer de la charge mentale et pas trop avoir à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. C'est hyper précieux de faire ça et je crois que c'est beaucoup négligé par beaucoup d'entrepreneurs, pas que ceux qui démarrent d'ailleurs. Euh, et, et ce que j'aime bien, c'est que pour t'avoir vu évoluer pendant ces 6 mois, je trouve que enfin, tu incarnes ce que tu fais pour les autres. C'est-à-dire que c'est pas juste tu aides les solopreneurs à faire ça, tu le fais aussi pour toi. Et moi, je t'ai vu évoluer dans le bootcamp où je te voyais, c'était très très millimétré, j'allais dire. En tout cas, c'était très organisé, c'était très structuré, et du coup, en partie, mais je pense que c'est aussi ta personnalité, ça t'aidait à passer énormément à l'action. Moi, je t'ai vu passer à l'action, mais quotidiennement pendant ces 6 mois. Tu avais choisi un positionnement, finalement, tu as changé, enfin, ça t'a pas ralenti, au contraire, tu as accéléré, tu as créé ton offre, tu as créé ta méthode, tu t'es exposé, et aujourd'hui, tu deviens très visible sur LinkedIn, tu as une communauté, tu as une audience, tu as lancé une newsletter, abonnez-vous, je le répète, à la newsletter d'Elodie, tu as lancé des masterclass, tu as lancé des lead magnets avec des tunnels automatisés. Enfin, vraiment, en 6 mois, il y a eu une explosion de passage à l'action, dans le bon sens du terme, hein, dans le sens, c'est structuré, c'est millimétré, il y a des actions qui sont mises en place, et vraiment, ce que tu fais faire à tes clients, tu l'appliques à ton business. Et ça se voit, ça se ressent, et je te félicite vraiment parce que j'ai été vraiment époustouflé par tout ce que tu as su faire et mettre en place. Et ça se ressent dans ton accompagnement. Et vraiment, j'insiste, allez voir Elodie, ce qu'elle fait, c'est juste incroyable. Et par rapport à ça, Merci. j'aimerais bien, et c'est sincère, hein, c'est très sincère. Encore une fois, j'ai la chance de voir des coachs évoluer pendant 6 mois et c'est formidable ce qu'ils font et ce qu'a fait Elodie, c'est formidable. Et j'aimerais bien que tu nous dises comment, toi, dans tout ça, comment tu fais pour passer à l'action? Parce que tu as une grosse force par rapport à ça. Comment tu fais? Transformer tes peurs et passer à Euh, l'action. euh, j'ai toujours passé à l'action, en fait. J'ai toujours été quelqu'un de dynamique, d'énergique. Et je suis toujours passée, j'ai toujours eu cette capacité de passer assez facilement à l'action. Et en fait, à partir du moment où ça me plaît, où je suis motivée, j'y vais. Parfois, je réfléchis qu'après, hein. Parfois, je me dis, ah, t'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Mais c'est pas grave, parce que j'ai essayé, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait pas, j'ajuste. Et c'est ça aussi. Et ce que je propose, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai tout appliqué parce que j'ai envie d'être sûre que ça marche. Mm. Donc il faut pouvoir, ce que je propose, je veux que ça marche pour les gens, mais pour pouvoir se rendre compte que ça marche pour les gens, enfin pour les solopreneurs, il a fallu le tester et je l'ai testé sur moi. Euh, Après, je passe à l'action en me disant peut-être que tu te trompes, enfin.
Si tu as peur, ben, c'est pas grave, essaye. Si tu te trompes, c'est pas grave, tu peux réajuster. Les erreurs sont faites pour évoluer, pour les comprendre, pour avancer. Donc ouais, je suis plutôt à foncer parfois tête baissée. Mm. Euh, voilà, à ajuster après. Je veux dire, j'ai pas trop peur en fait. J'ai des peurs évidemment, mais je me dis que si on n'essaye pas, on peut pas savoir en fait. Ouais, c'est juste. Euh, donc ouais, j'ai un côté perfectionniste, mais ça m'empêche pas de passer à l'action. Euh, Parce que j'ai toujours envie que ce soit encore meilleur, encore mieux, voilà. Mais ça m'empêche pas de passer à l'action parce que je me dis, ben, je vais peaufiner au fur et à mesure. Enfin, et mes offres, je les fais évoluer à chacune de mes, enfin, à chacun de mes coachés, chacune, parce que pour l'instant, j'ai eu que des femmes. Euh, Non, j'ai eu un homme, pardon. Pardon, Julien, si tu m'entends, si tu m'écoutes. Et donc, en fait, j'améliore. À chaque fois, j'améliore. À chaque fois, je me dis, ah, ça pourrait être amélioré. Donc, j'améliore en continu. Et parce que je suis quelqu'un qui sait pas trop s'arrêter, je crois. Mm. Mais ça se voit, ça s'entend. Mais de toute façon, dans ton parcours de vie, ton parcours de vie est comme ça aussi. Beaucoup dans, Mm. voilà, dans l'exploration, dans l'expérimentation. Euh, c'est, moi, je suis vraiment, j'ai vraiment été époustouflé par cette capacité, parce que je me considère aussi comme quelqu'un qui aime passer à l'action, mais quand j'ai démarré, c'était pas autant que toi. Toi, ça fait un an, peut-être un an, enfin voilà, t'es considérablement dans l'action et bravo pour tout ça. C'est super. Et n'oublions pas Julien hein, quand même, s'il nous entend. Ouais. Non, bravo. Comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse? Je me sens bien. Je me sens bien parce que j'avance sur là où je veux aller. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc ça peut que aller en fait. Jusqu'où tu veux aller? Euh, Loin. Euh, Non, j'avance en fait. À partir du moment où mon objectif est défini et à partir du moment où, enfin voilà, mon objectif est clair et que je sais ce que je veux, ben, je me donne les moyens de vouloir l'atteindre. Donc j'avance et je me sens bien parce que je sais que chaque chose que je mets en place, c'est un pas de plus vers l'atteinte de cet objectif. Et il n'y a rien de plus motivant que ça, quoi. Après, on va pas non plus, et c'est en lien avec le post que j'ai fait hier sur LinkedIn, on passe par des phases de doute, on en a tous, j'en ai eu une récemment, et ça fait partie du chemin, mais ça fait partie aussi on en ressort plus fort, on doute, on réfléchit, pourquoi, et notre pourquoi devient plus fort, devient plus ancré. Et donc, on repart de plus belle, en fait. Mm. Ouais, c'est vraiment ça la vie de l'entrepreneuriat et effectivement le pourquoi, l'intention de départ, essayer de s'y raccrocher, c'est super important. Euh, qu'est-ce que quand tu as rejoint enfin t'as rejoint le bootcamp il y a plus de 6 mois maintenant, enfin oui, il y a plus de 6 mois maintenant. Ouais. Ça passe, le temps passe tellement vite à chaque fois. Comment tu as vécu l'expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté toi? Ben, l'expérience était très sympa. Voilà, le fait d'être en collectif, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont confrontées à la même réalité que soi. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est en fait avant, parce que quand j'ai lancé ma boîte de coaching, il y a 3 ans, 2 ans et Ouais, demi, donc 3 ans. plus longtemps que ça encore. J'ai dit un an, mais c'était plus, ouais. Ouais. J'étais sur le coaching développement personnel, en fait. Voilà. Et ce que m'a apporté le bootcamp, c'est vraiment... pardon. Euh, C'est du live, c'est le rappel pour dire il faut aller chercher les enfants à l'école. c'est important. Mais c'est bon, c'est mon mari qui s'en occupe.
Et donc, c'était, ouais, ce que le bootcamp m'a permis, c'est de comprendre que finalement, j'étais trop généraliste et que c'est pour ça que j'avais des difficultés à générer en fait des clients. J'en avais quelques-uns, mais pas énormément. Et donc, j'ai vraiment appris l'importance d'avoir une niche, un positionnement de structurer son offre vraiment de manière, on va dire, précise et l'importance en fait de prospecter quotidiennement. Parce que je pense que, comme beaucoup, quand on commence, on se fait son petit site internet, on fait quelques posts par-ci par-là, et puis on se dit, mais les clients vont venir, je suis là, je les attends. Mais non, ils viennent pas. Et voilà. Et pourtant, en tant qu'ancienne responsable client, le commercial, c'est des choses que je connais bien. Voilà. Et pour autant, c'est différent quand on est entrepreneur. Et finalement, ça reste la priorité et l'objectif numéro un. Quand on est, enfin, quelle que soit notre activité en tant que solopreneur, c'est aller chercher des clients. Et pour aller chercher des clients, c'est quoi? C'est aller prospecter. Hmm. Et c'est pour ça que, voilà, c'est... Et souvent, dans les clients que j'ai, les prospects, euh, ils en oublient cet aspect-là parce que beaucoup me disent, ah, la prospection, c'est ma bête noire. Et alors oui, ça fait peur, mais c'est peut-être un mot qu'il faudrait dédramatiser en fait. Hmm, bien sûr. De toute façon, Voilà. entrer en lien avec sa cible, c'est aussi ça, mais oui, ça fait peur. C'est sûr que ça fait peur. Mm. Et est-ce que moi, il y a un truc que tu l'as dit, tu as commencé par ça. Il y a un truc qui a marqué ton parcours, pour moi, hein, en tout cas, dans ces 6 mois. C'est et tu l'as très bien dit, c'est à la fois la difficulté et la nécessité de trouver un positionnement qui nous plaît et avec lequel c'est suffisamment niché, ciblé, etc. Euh, Tu veux nous dire, toi, nous partager cette phase, parce qu'au début, c'était pas évident, effectivement, de trouver un positionnement vraiment, enfin voilà, de partir du large vers le précis. Comment tu as vécu ça et en quoi c'est surtout ce qui est important, c'est en quoi ça t'a permis aujourd'hui de te libérer dans ta clarté, dans ta communication et de devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, quoi. D'avoir trouvé le bon positionnement après des hésitations, bien sûr, comme tout le monde, hein. Euh, alors, quand j'ai rejoint le Bouscan, pour moi, ça allait de soi d'être sur un positionnement. Donc, j'étais très le côté développement personnel par rapport à l'humain. Et je voulais accompagner les femmes qui étaient sous injonction parce que je l'ai été. Voilà, mais aussi des injonctions qu'on se met à soi-même. Donc, ça a été vraiment. J'ai toujours voulu chercher un positionnement sur lequel je me sente vraiment bien et je me sente que j'ai déjà l'expertise en moi, que j'ai déjà les clés en moi pour pouvoir mieux les amener en fait aux autres. Et ayant pas trop mal réussi à me sortir de ce côté des injonctions, j'ai voulu amener cet aspect-là. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que après très rapidement quand même, je pense un mois et demi peut-être, je me suis rendu compte que même si ça, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, là où finalement je continuais d'exceller dans mon quotidien, c'était l'organisation. C'était ma manière de m'organiser, de passer à l'action, comme tu l'as dit, et de structurer en fait cette activité. Et donc, je suis vraiment partie de moi. Je suis partie de moi en me disant qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et où est-ce que je me sens le plus à l'aise. Et finalement, là où je me sens le plus à l'aise, c'était l'organisation. Donc, c'était un peu vraiment se dire stop, arrête-toi, quelque temps pour te remettre. euh, Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a construit, enfin, qu'est-ce qui a accompagné tout ton parcours, quoi. Et c'est cette organisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je suis sur ce positionnement de l'organisation parce que je me suis remise au centre et en analysant finalement
mes différents postes, les différentes expériences que j'ai pu avoir. Tout a toujours été lié autour de l'organisation. Hmm. Voilà. Ouais, Et c'est vraiment une force, en fait. Et c'est cette force que j'utilise euh, pour la mettre au service des autres. ça se ressent et félicitations parce que tu as un positionnement fort, une offre très claire, une très belle offre. Vraiment, je vous invite à aller voir ce que fait Elodie. Euh, tu, tu partages beaucoup de valeurs dans ce que tu crées, à la fois dans le contenu, à la fois dans les newsletters, à la fois dans les masterclass. T'as vraiment une entreprise qui te ressemble, tu vois, tu disais créer une entreprise qui ressemble aux dirigeants. Bah, je trouve que ce que tu as créé, tu as bâti une entreprise qui te ressemble, qui est alignée, et tu manques pas d'ambition et de vision lointaine, et ça c'est important, et tu passes toujours à l'action, donc bravo pour tout ça, Elodie, vraiment, en tout cas, moi je suis super fier de toi et ton parcours, enfin c'est vraiment, et tu le dois qu'à toi, c'est remarquable, donc continue, et j'ai aucun doute que tu vas continuer de toute façon. Et qu'est-ce que tu as envie de Merci. dire du coup à la petite fille de Normandie? Euh, oh là. Euh, qu'elle a réussi, qu'elle a eu raison d'avoir foi en elle, confiance en elle, euh, qu'elle est passée par différentes expériences qui ont pu paraître de l'instabilité, en fait, finalement, aux yeux des gens, à changer souvent d'entreprise, mais finalement, c'est ce qui m'a enrichie. Parce qu'aujourd'hui, elle arrive à avoir une vision 360 qui fait que, elle peut intervenir sur différents domaines, même si l'organisation reste au cœur. Et donc, ben, qu'elle a eu raison de se faire confiance et qu'elle continue dans sa lancée parce qu'elle a un beau parcours, à la fois un parcours de vie, un parcours professionnel enrichissant et, et que, et qu'il y a encore tout l'avenir devant nous. Ouais, un vrai parcours de vie très inspirant, vraiment. Enfin, ça donne envie hein, d'avoir ce côté aventure, exploration que tu as. Euh, Elle peut être fière, la petite fille de Normandie, de ce qu'elle est devenue. Merci. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Elodie? La semaine dernière, Est-ce que tu veux nous en dire plus ou pas? C'est comme tu veux. oui, oui, je peux en dire plus, bien sûr. J'ai fait une masterclass qui s'est pas passée comme prévu. J'ai eu Oui. un couac informatique. Voilà, et j'ai perdu 40% des personnes. 40% non, ne se sont pas reconnectés. Voilà, et vu que je suis quelqu'un qui a ce côté quand même un peu perfectionniste, j'ai été déçue de moi, en fait. Voilà, il y avait ce côté déception où j'ai eu le sentiment de ne pas avoir apporté ce sur quoi je m'étais engagée, parce que j'ai une grande notion de l'engagement aussi, et donc je m'en voulais. Je m'en voulais, donc j'ai pleuré. Mais j'ai vite rebondi et j'ai vite repassé à l'action en réenregistrant toute cette masterclass seule, pour le coup. Donc il n'y avait pas ces interactions finalement avec les participants, mais je l'ai envoyé du coup à tous les Hmm. participants pour qu'ils puissent avoir voilà, tout le contenu et toute la valeur des moments où ils n'ont pas pu voilà, se reconnecter. Et voilà. Ouais, mais franchement, quand tu nous as partagé cette péripétie, c'est terrible hein, quand on organise quelque chose, on y met de l'enjeu, on y met de l'énergie, et en fait, parce que là, pour le coup, c'est une question de connexion qui a fait que ça a dérapé, et puis après, c'est toujours compliqué de rattraper les personnes sur une nouvelle connexion, un nouveau lien. Mais bon, t'as quand même rebondi, tu t'es quand même, c'était cette résilience de t'enregistrer, de l'envoyer, bravo. Moi, j'ai été bluffé là aussi quand tu nous as dit, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait la visio et je l'aurais quand même envoyé. Merci pour le partage. Et comme quoi, voilà, ça arrive à tout le monde. Hein, on a tous comme ça des moments hein, de péripéties. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand ça va pas trop? Quand ça va pas? Alors, je vais te dire un truc. Vas-y.
J'écoute tes podcasts, donc je sais qu'à la fin, il y a ces fameuses questions de musique, Tu as film, réfléchi du coup. lecture. Ouais, j'y ai réfléchi, mais je vais t'expliquer pourquoi quand même. J'ai une mémoire assez sélective, c'est-à-dire que tout ce que j'estime ne m'apporte pas, je retiens pas. Donc, je suis très nulle en nom d'acteur, nom de film, nom des chansons, nom des chanteurs et tout ça. J'ai Donc fait c'est une dur. petite fiche. Non, j'ai dit à mon Sans la mari, fiche. attends, aide-moi, parce que bah, du coup, c'est lui ma mémoire. Et du coup, je dis, alors, tu sais, cette chanson, ça fait comme ça, tu vois. Et là, il a dit, non, je vois pas. Si, si, tu vois, vas-y, réfléchis et tout, pour qu'il m'aide, voilà, à ressortir. Donc, j'ai ma petite fiche. Non, Excellent. ça, c'est pour le petit moment autodérision. Non, quand je suis triste, quand je suis triste, je peux avoir envie d'aimer de la musique un peu triste. Voilà, avant de me rebooster. Alors quand je suis triste, en général, ça dure jamais très longtemps parce que j'ai ce côté, voilà, dans le passage à l'action, c'est dans tout en fait, si tu veux. C'est pas que, c'est pas Même que dans dans l'émotion. l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Je peux avoir mon petit moment, mais voilà, je rebondis vite. Donc, enfin, il y a deux chansons assez puissantes pour moi. Euh, Même dans ces moments de tristesse, il y en a une, c'est Murray Head. Ouais, très joli. Euh, euh, C'est Say It Joe. and Ou Sojo. Ouais, Sojo. Je Ouais, sais plus. ouais. Très joli. Voilà. Il y a celle-ci que j'aime vraiment beaucoup et son live au Pic du Midi est absolument magnifique. Voilà. Et l'autre que j'aime beaucoup dans ce moment un peu de tristesse, mais que je trouve qui est très puissante, c'est Maroon 5 Memories. Hmm. Très bon choix, Elodie. On remerciera Voilà. Xavier, ton mari, d'avoir aidé à retrouver les musiques. Très bon choix, j'aime beaucoup. Alors, bah, du coup, toujours dans la lecture de l'affiche, c'est quoi soit ton film préféré, soit ton livre que tu nous conseillerais? Euh, alors, film, euh, le film que j'aime beaucoup, bon, ça reste un grand classique et facile, on va dire, entre guillemets. Je ne me suis pas trop mouillée sur le côté développement personnel, mais c'est Mange Prix M. Ok, Avec Julia Roberts parce que j'aime beaucoup son cheminement, parce que j'aime le côté où elle part voyager pour se retrouver, parce que je pense que je me retrouve un petit peu bien sûr. voilà, dans ça. Donc j'aime beaucoup ce film. Voilà. Et après, un livre que j'aime beaucoup aussi, c'est Kilomètre Zéro. Hmm, De Maud Ankawa, pareil, voilà, une histoire de voyage, une histoire de se retrouver, une histoire euh, d'apprendre à mieux se connaître et arriver à grandir dans la vie. Donc je pense que voilà, c'est des histoires que j'aime beaucoup parce que je m'y retrouve. hmm. Super, super conseil, merci. D'ailleurs, Mange Priem, j'ai toujours pas vu ce film, pourtant chaque fois on en parle, donc je le regarderai, tu vois. Merci Elodie, je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli ici, je suis vraiment fier et honoré de t'avoir vu nous rejoindre, grandir, évoluer, devenir ce que tu es et continuer à suivre ce que tu vas devenir parce que c'est aussi ça le bootcamp. Ça s'arrête pas au bout de 6 mois. Évidemment, on reste en lien, évidemment, on reste en contact. Pour moi, c'est très important. Et vraiment, aller voir ce que fait Elodie. Enfin, moi, je suis bluffé, donc vous le serez aussi. Et vous aurez besoin de ces talents pour mieux vous organiser, gagner du temps et travailler un peu mieux votre croissance, non pas sans s'éparpiller. Vraiment, c'est chouette ce qu'elle fait. Je te laisse le mot de la fin, Elodie. Merci. Merci déjà à toi pour le Bootcamp. Merci à toi pour cette opportunité de podcast parce que c'est la première fois que je fais un podcast. Donc il y avait ce petit côté un petit peu voilà pression derrière voilà et donc c'est une très belle expérience. Donc merci voilà pour cette invitation et ce bon moment. Et si il y a un mot de la fin, c'est il n'y a pas de règle. Euh, Magnifique. Faites vos propres règles, faites vos propres règles, choisissez votre vie et franchement, osez.
oser essayer là où il n'y a pas de règles parce que c'est là où vous allez vous trouver, vous retrouver et où vous allez vous éclater. Et c'est tout ce que je souhaite en fait pour les gens que voilà qu'ils osent et qu'ils se découvrent parce qu'il y a plein de belles choses aussi à découvrir en soi, ici et ailleurs. Voilà. Wow, quel mot de la fin, magnifique. Merci beaucoup, Elodie. J'espère que vous avez autant que moi Merci. apprécié ce moment de partage. Vous pouvez la contacter très facilement sur LinkedIn ou sur Instagram, n'est-ce pas, Elodie? Oui, tout à fait. Et n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Elodie. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt, Cédric. Merci.